Mon nom est affiché, François Béger, je suis le fondateur et directeur de l'Institut français de zoothérapie. Qu'est-ce que c'est que est-ce que quelqu'un connaît l'Institut français de zoothérapie? Oui. Merci. Vous le connaissez comment? Moi, je suis en chien. Ah oui, ok. Moi, j'ai été formée en zoothérapie au Québec. Du coup, j'avais vu votre Chez Zoothérapie Québec? Chez Zoothérapie Québec? Oui, il me semble que c'est celui-là. Ok, donc oui, l'Institut français de zoothérapie, c'est un institut que j'ai fondé en 2003, en venant du Canada, puisque j'ai vécu plus de 30 ans, 35 ans exactement au Canada. Je suis né en France, mais j'ai vécu là-bas pour différentes choses. J'ai vécu chez les Inuits, j'ai vécu chez les Amérindiens. J'ai appris, j'ai suivi des cours d'ethologie, donc l'étude du comportement de l'animal, entre autres l'ours polaire, le loup et le castor. C'était les trois animaux fétiches. Et j'ai développé la zoothérapie pendant de nombreuses années là-bas sur un énorme centre que j'avais développé, où je travaillais aussi bien avec les autistes, avec des personnes en situation de handicap mental, que également des enfants qui étaient, on va dire, troubles scolaires, troubles du comportement, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est dyslexique, dysphasique, dyspraxique. Donc, je me suis rendu compte pendant de nombreuses années en étudiant ça. Bon, j'ai aussi fait des études d'ethnologie, puisque j'ai suivi les Inuits dans leur village, j'ai appris à travailler, j'ai appris à vivre avec eux, et avec les Amérindiens. Donc tout ça m'a permis de suivre aussi après à Montréal une cours de... Enfin, c'est pas des cours, on est suivi pendant 10 ans sur la psychanalyse. Et donc personnellement, j'ai étudié la psychanalyse entre la relation de l'humain et la relation de l'animal. Parce que un animal, c'est pas juste on va dire un chien. Qui c'est qui a des chiens? Voilà. Ouais. On se connaît. Oui, on avait la main quand j'ai... Oui, j'ai fait, mais vous avez ben voilà, ça c'est une ancienne stagiaire. Parce que l'Institut français de zoothérapie, c'est un organisme de formation. On ne forme que les professionnels de la santé et du social, c'est-à-dire aussi bien des médecins, des pédopsychiatres, des psychiatres, que des infirmières, des psychologues, des ergothérapeutes, tous les métiers de la santé et tous les métiers du social. Le social, c'est-à-dire éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, assistant social, AMP, enfin, voilà, tous les métiers. Que ce soit dans le domaine des personnes âgées, dans lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, là je fais une conférence à Tabloni sur ce sujet, que ce soit dans l'autisme, qui est une de mes grandes spécialités aussi. J'ai fait de la recherche et donc également tout ce qui touche l'inadaptation sociale. Ce sont ces enfants qu'on retrouve dans les familles d'accueil, dans des CEF, centres éducatifs fermés, CER, centres éducatifs renforcés, enfin tous ces jeunes qui malheureusement sont déplacés comme ça un peu à gauche à droite. On leur demande jamais leur avis et que très souvent leurs problèmes viennent de leurs parents, de la parentalité. Donc cet institut, je l'ai fondé et bien sûr quand je suis arrivé ici en France, au Canada, personne ne savait ce que c'était que la zoothérapie. La première des choses qu'on m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous n'arriverez jamais à faire entrer un animal, et un chien en l'occurrence, soit dans un EHPAD, soit dans un hôpital, dans un centre hospitalier. J'ai dit, écoutez, si je suis venu en France, c'est bien pour ça, c'était un challenge pour moi, personnellement. C'était les médias qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne voulez pas, au fond, développer ce que vous avez développé au Canada? Je dis, bah oui, pourquoi pas. Donc, j'ai accepté ce challenge. Aujourd'hui, 13 ans après, je ne veux pas dire que j'ai gagné, parce qu'on n'a jamais gagné, mais disons, c'est réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut effectivement introduire un chien, bien sûr professionnellement, hein, c'est pas n'importe quel chien, c'est pas n'importe quelle personne, mais les professionnels aujourd'hui, avec un bon projet, on peut rentrer un chien dans un EHPAD, on peut rentrer un chien dans un centre hospitalier, puisque toutes nos formations sont complètes de A à Z par les personnes que je vous ai dit, et elles sont la plupart du temps d'ailleurs prises en charge par leur employeur, pour dire que c'est accepté et tout à fait reconnu. Ça, c'est une des premières choses. Après, je me suis intéressé, et c'est un peu le but de cette conférence, de cette rencontre, je ne veux pas dire que c'est une conférence, c'est plutôt une rencontre, parce que j'aime bien qu'on me pose aussi des questions. J'aime pas trop faire des monologues. Je suis venu ici parce que d'abord, je sais pas s'il y a quelqu'un de Optoy, je les remercie. Moi, ça fait Optoy, j'ai découvert Optoy, voilà, lors d'un salon, puisque je fais beaucoup de salons sur le handicap et tout. Je m'occupe aussi de tout ce qui touche le handicap.
J'ai également monté des projets, de très gros projets au Canada sur l'oncologie. Les enfants qui ont malheureusement la leucémie, l'oncologie, c'est un projet qui tourne extrêmement bien là-bas, qui malheureusement en France, on a un peu de mal à le mettre parce que là c'est une autre dimension. On est chez des enfants qui sont assez fragiles sur le plan santé, bien sûr, sur le plan globule blanc, globule rouge, donc il faut faire attention. Mais c'est tout à fait possible puisqu'on le fait ailleurs. Donc il y a même raison qu'un jour on arrivera à le faire en France. J'ai quelques projets là-dessus. La paperasse en France, j'ai découvert ça, merci, on a donné. Donc, ce qui est intéressant aussi avec les animaux, c'est justement cette particularité que l'animal, d'abord c'est un fidèle compagnon, d'une part, et il intéresse, c'est son intérêt, c'est surtout le fait que c'est quelque chose qui peut totalement calmer, hein, c'est un anxiolytique extraordinaire. Donc si on prend les personnes âgées, avec ce qu'on rentre dans les EHPAD, avec un chien, avec un programme. Hein. Alors, il faut bien savoir une chose aussi, c'est qu'il faut monter un programme. Le programme, d'ailleurs, vous voyez, jeu, médiation par l'animal et troubles des apprentissages, prise en charge, soutien scolaire des enfants, porteurs des troubles d'apprentissage, que l'on appelle également 10. Les 10, c'est une chose, au départ, l'enfant, il ne sait pas qu'il est dyslexique. Et l'enseignant non plus, ne le sait pas. Donc, qui peut se renseigner à savoir, bon, il y a les orthophonistes, parce qu'il y a des orthophonistes. Voilà, bonjour. Les orthophonistes, c'est clair que c'est un des métiers, d'ailleurs on en a très souvent en formation, c'est un des métiers qui peut faire un premier diagnostic d'un enfant dyslexique. Alors la dyslexie, c'est justement la lecture. L'enfant a du mal à lire, l'enfant a du mal à suivre les lettres et il confond les lettres très souvent. Donc on peut faire un premier diagnostic. Alors, bien sûr, l'enfant a toujours un peu de mal parce qu'il se dit, mais moi, je n'arrive pas à lire, il n'osera pas le dire. Mais voilà, en présence d'un animal, il sera beaucoup plus détendu. Chose que moi je me suis rendu compte par mes propres expériences, parce que j'ai quand même travaillé pratiquement 40 ans là-dedans. Et donc, le chien est quand même quelque chose de particulier. Alors justement, la médiation animale éducative, le problème dans les écoles, je vais être un peu dur avec l'école française, j'espère qu'il n'y a pas d'enseignants, il y a des enseignants. M'excuse d'avance. Mais très souvent, les enseignants que je croise, qui viennent d'ailleurs dans nos formations aussi, me comprennent. C'est-à-dire que je trouve que l'éducation nationale, j'ai l'impression des fois que l'école n'est faite que pour ce qu'on appelle le haut de gamme, l'élite, ce que je trouve dommage. Moi j'ai toujours préféré, j'ai monté comme ça au Canada une école, et puis j'ai commencé à faire ça en France aussi, une école où on va travailler un peu à la Montessori. Vous connaissez les écoles Montessori, les écoles Steiner. Voilà, c'est-à-dire que c'est un programme pour l'enfant, et non pas essayer de faire que tout le monde suive le programme, que très souvent ils n'arrivent pas à suivre. Et comme je dis, un enfant qui est dyslexique, très souvent il est dysorthographique aussi, et très souvent il est dyscalculique en même temps. Ce qui fait que, ben, ENT, AIENT, il confond, hein, les A avec les accents, il confond, les L, les M, tout ça, il n'arrive pas. Donc il va systématiquement se retrouver au banc des accusés de l'élève qui ne veut rien faire. C'est dommage, parce qu'ils ont un potentiel énorme, ces enfants. Donc voilà, comment peut-on les prendre? Alors, c'est là où j'ai toujours introduit un animal. Pourquoi? Bah parce que moi je vis depuis 40 ans avec des chiens. Alors pour vous dire aussi, des fois je saute du coq à l'âne. Au Canada, j'avais 72 chiens. Donc, et j'ai fait pendant 40 ans d'élevage de chiens, voilà, de chiens de traîneau, pure race. Et donc j'ai organisé pendant de très nombreuses années des expéditions, non pas pour passer dans Paris Match, mais pour aider les jeunes qui avaient des grandes difficultés. Parce que quand on donne la responsabilité à un jeune d'un animal qu'il adore, un chien ou un poney, parce que j'ai aussi travaillé avec les équidés, avec les ânes, entre autres, l'âne est loin d'être bête, hein. C'est extrêmement intelligent, c'est très têtu. C'est un peu comme les élèves, des fois. Très intelligent, mais c'est des fois un peu têtu. Et donc, tout ça pour dire que quand on prend ces jeunes un peu comme ça, chacun, parce
qu'il n'y a pas de généralité. Un enfant qui peut être dyslexique, il n'est pas le même qui est également dyslexique. Il a une autre façon de voir les choses, parce qu'il y a aussi le côté génétique que j'ai étudié, donc c'est totalement différent. Et donc, je me suis rendu compte qu'à l'école, enfin, quand on met un animal qui devient le confident, qui devient le stimuli, qui devient vraiment un petit peu aussi là où l'enfant peut se confier. Quand il se fait à l'école rembourrer, et qu'il rentre à la maison, et que là encore il se fait rembourrer par sa mère ou son père en disant voilà, t'es encore mieux foutu à l'école, t'as encore un 5 ou un 6 sur 20 en lecture ou en dictée. Il va dans sa chambre, va vite dans ta chambre, hein, et il y a heureusement un chien ou peut-être un chat. Là, il va pouvoir se confier. Et donc, ça va le soulager. Alors ça, c'est une chose. Oui, maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est construire tout un programme pour cet enfant pour qu'il ne puisse pas se sentir chaque fois visé. Donc c'est ça que je dis ici, dans les écoles où on introduit un animal avec un projet pédagogique et un suivi régulier qui l'accompagne, on peut observer une très grande amélioration de l'écoute et un regain de motivation dans ces enfants dits en, j'aime pas le mot échec, mais je l'ai mis quand même puisque c'est le mot qu'on dit d'une enfant, échec scolaire. Moi je dis plutôt, le pauvre garçon, la pauvre fille, ben, il n'arrive pas à suivre. Voilà. Parce que si vous dites à un enfant, t'es en échec, le gamin, il se dit, bon, je suis bon à rien, c'est une catastrophe, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est déjà des mots qu'il ne faut pas utiliser avec eux. Il faut dire, écoute, mon gars, d'accord, tu n'arrives pas à suivre la dictée, tu es plein de fautes. Je veux dire, je ne vous cacherai pas que moi, j'étais aussi un peu là-dedans. Pourquoi? Parce que dans les enfants dyslexiques, on a une autre catégorie d'enfants qu'on appelle HP, haut potentiel. Ce sont des enfants qui ont pas des troubles de lecture ou quoi que ce soit, mais ce sont des enfants qui, sur des matières X, Y, sont des champions, et tout le reste, qui ne les intéresse pas, sont nuls. C'est grave aussi, non pas pour eux, enfin c'est grave pour eux parce qu'ils sont très mal compris, très très mal, mais ils sont loin d'être des cancres, comme on pourrait le croire. Et juste une parenthèse, vous savez que Victor Hugo était dyslexique. Même quelqu'un qui a fait du bon chemin. Vous avez aussi Einstein, qui était dyslexique. Il a fait un bon chemin aussi. Donc ce qui veut dire que la dyslexie, entre autres, et le HP, ce ne sont pas des cancres, ce sont des enfants qui ne sont pas bien compris, qui n'arrivent pas à s'exprimer, parce que quand on est enfant, on a du mal à dire, ben écoute, excuse, mais j'arrive pas bien, je ne savais pas, parce qu'on va plutôt lui dire, oui, bon, tu es bon à rien, tu ne vas rien foutre à l'école, donc on va te mettre au poteau. Donc, l'utilité d'une pièce d'éveil spécialisée. Je vous en montrerai une. C'est quoi? Ben, je vais vous donner l'exemple de l'école, enfin, d'une classe que j'ai créée ici en France pour des jeunes, justement, qui avaient des problèmes, qui étaient placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance, ils ont quand même une mission, c'est de s'occuper de ces enfants qui ont des gros problèmes. Et à l'Institut, j'ai une pièce qui fait à peu près 20-25 mètres carrés, décorée, avec des couleurs, où l'enfant se sent bien. Ça, c'est très important. Imaginez une salle de classe. Je disais hier, dans une autre conférence, moi, j'étais à l'école à Strasbourg, je suis né à Strasbourg, donc je suis alsacien, et j'étais à l'école fin des années 40, puisque je suis de 45, donc mon âge, 70 ans, j'ai pas peur de le dire. 50, 51, 52 dans les années 50. Dans la classe, il y avait déjà Vercingétorix, Charlemagne, Napoléon, enfin il y avait tous ces tableaux comme ça autour du mur et qui étaient très souvent pas très, plutôt de la poussière. Et quand je retourne dans les écoles aujourd'hui, c'est la même chose. Exactement la même chose. Ce qui veut dire que pratiquement en 60-65 ans, rien qui a changé et les gamins sont toujours là. Bon, ça manque un peu de couleur, je trouve. Quand vous mettez de la couleur, quand vous mettez un peu de gaieté, ben les enfants ils sont déjà mieux. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'étais persuadé hein, que ce serait beaucoup plus revalorisant pour les enfants. Donc j'ai créé cette pièce dans laquelle on va installer justement l'enfant ou les enfants.
et avec un animal. Et c'est pour ça que l'animal doit être le centre d'intérêt qui va permettre à l'enfant d'apprendre des choses que personne d'autre ne serait capable d'enseigner. Alors bien sûr, ce n'est pas l'animal qui va parler, mais je deviens le narrateur. Et c'est l'animal qui parle. Et c'est l'animal qui dit, je vais vous donner un exemple, j'ai un chien qui s'appelle Bingo, on verra, c'est un berger australien. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les chiens, enfin les animaux, sont éduqués spécifiquement. Pas n'importe quel chien qu'on peut prendre. Hein, c'est pas parce qu'on a un chien que ça va être un excellent médiateur. Parce que le rôle du chien, c'est d'être un médiateur dans une médiation. Il est en triangulation entre l'enfant, qui a des problèmes, vous, qui êtes enseignant ou des parents ou un thérapeute, comme moi, et votre animal. Et l'animal, c'est un médiateur. Et il va faire dans cette triangulation, il va faire en sorte que tout se passe bien. Et donc, à ce moment-là, c'est l'animal qui devient le narrateur, et c'est moi qui dis, bien sûr, qui parle, l'animal, non, moi je suis le narrateur, excusez-moi, je suis le narrateur. Et là, je vais dire à Bingo, c'est mon berger australien, je vais dire à Bernard, on va l'appeler Bernard, le petit garçon qui va pas bien, et je vais dire, écoute Bingo, ce matin, là, moi je pense qu'il a envie de faire une petite dictée, qu'est-ce que t'en penses? Il faut aussi donner du plaisir à ses enfants. Si vous arrivez, bon, ce matin c'est dicté, là, hein, allez hop, sortez vos cahiers et tout, les gamins disent, ça y est, je vais encore avoir un 0. Et si vous lui dites, ah, bah, ce matin, Bingo, il a envie de faire une dictée. Bingo étant le chien. Ah, bah oui, si Bingo, il veut faire une dictée, moi, pourquoi pas? Donc, essayons. Alors, bien sûr, vous allez me dire, dans toutes les écoles, il n'y a pas de chien. Mais pourquoi il n'y en a pas? C'est dommage. Pourquoi on a enlevé ces petits cochons d'Inde qu'on avait à l'époque, ce petit lapin dans les maternelles et ailleurs, à l'époque, on en avait. Voyez-moi que quand on a un animal, les gens, les jeunes, je veux dire, sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils ne se sentent comme un peu copains avec l'animal. Donc je continue mon histoire, et donc l'animal doit être le centre d'intérêt qui va permettre à l'enfant d'apprendre des choses, comme je dis. Cela est d'autant plus fort lorsque ces actions se passent dehors, dans un espace. Ça aussi, si on construisait, bon, c'est peut-être utopique, mais enfin, pourquoi toujours faire en sorte que ces écoles, que ces classes un peu spécialisées soient uniquement en béton? Si on avait un peu de verdure, si on avait un petit peu de clarté, si on avait un petit peu, juste un jardin thérapeutique, vous savez, de quoi de faire en sorte que l'enfant aille mieux comprendre. Parce que ce que je trouve dommage, c'est que ces enfants qui ont des grands problèmes, que ce soit 10 ou autres, eh bien, on leur demande de continuer à suivre, voilà, et ben, ils n'y arrivent pas, c'est pas facile pour eux. Donc je déplore que de nos jours, l'enseignement ait perdu ce sens d'apprendre par le visuel, par des centres d'intérêt guidés par l'animal, le rêve. C'est beau de rêver, c'est important de rêver. Le voyage, à travers des images et des relations avec la nature. Le chien s'est toujours montré un complice idéal pour déclencher chez l'enfant l'estime de soi. Ça c'est important, c'est l'estime de soi. L'animal va donner l'estime de soi. Je suis capable de faire quelque chose. Bien sûr, il le fait à travers l'animal, mais le résultat qu'on veut, c'est qu'il puisse s'épanouir, c'est qu'il puisse se retrouver quelqu'un d'important, mais d'important dans le sens important qui peut apprendre, qui peut se revaloriser. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour ça que je marque ça, ce n'est pas pour rien que Walt Disney ou d'autres, hein, si vous prenez toutes les bandes dessinées de l'époque, et encore aujourd'hui, il y a toujours des animaux. Toujours. Tintin, c'est Milou, Walt Disney, c'est Mickey, c'est une souris, et ainsi de suite. Les canards, c'était Picsou. Donc il y a toujours des animaux. Pourquoi? Parce que l'enfant va être beaucoup plus détendu dès que l'on a la présence d'un animal. La zoothérapie éducative, c'est une chose que j'ai justement mis en place. L'école est un lieu où sont normalement... Oui. Mais n'oublions pas que les jeunes pensent à une grande partie de leur temps à vivre dans cette communauté, c'est-à-dire et reproduisent des comportements et attitudes qu'ils y apprennent par effet de groupe qui se constituent au fil du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, dans les écoles, les jeunes entre eux, ils ne sont pas toujours faciles. Quand vous avez un jeune qui n'arrive pas à suivre, il est pointé du doigt par ses copains, et systématiquement, pour lui, c'est quelque chose de très dur, je
prêt à digérer ça, de se dire, ça y est, oui, je sais que je suis nul, parce que le professeur, il va dire, voilà, bon, je vais le nommer, François, tu as nouveau fait 42 fautes. J'ai juste envie de me mettre sous la table, au lieu de dire, bon, ok, je fais des fautes, mais on va voir ce qui se passe. Donc, les copains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rigolent de lui, et ça, c'est la pire des choses. Dans la classe, donc dans le cas des classes en cheminement particulier, nous retrouvons des enfants qui sont atteints de troubles des apprentissages, troubles du comportement, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça qu'un cheminement particulier, je trouve personnellement qu'il n'y en a pas assez en France. Il n'y a pas assez justement de classes, parce qu'il y a un espèce d'amalgame aussi. Vous savez ce que c'est que les classes? Dans les classes, normalement, au départ, si j'ai bien appris ma leçon à l'époque, en CLIS, c'était des enfants qui étaient en situation de handicap mental léger. Aujourd'hui, on trouve tout ce qu'on veut. Au départ, il devait y en avoir que 6. Aujourd'hui, ils sont 10, 12. Et les pauvres enseignants, on ne leur a pas appris, ils n'ont pas suivi de cours de savoir qu'est-ce que c'est qu'un trisomique, qu'est-ce que c'est qu'un autiste, et surtout qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui frappe ses copains, qui a peut-être des problèmes chez lui à la maison, ou que ses parents ont des problèmes, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce d'amalgame qui se fait, qui est déplorable, dont les enfants ne sont pas du tout aidés, et encore moins les enseignants. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles je suis extrêmement dur. Voyez-moi que je ne me gêne pas vis-à-vis de l'éducation nationale. Et donc, à l'aide d'activités structurées animées par une personne, par un enseignant spécialisé, qualifié, accompagné d'un animal soigneusement sélectionné, comme je le disais, et éduqué, il est possible d'induire des comportements socialement admis par l'enfant. L'enfant devient le médiateur, l'animal devient le médiateur pour l'éveil de l'enfant et pour améliorer ses comportements sociaux et à la fois pour un enseignement conventionnel. C'est important, comme je disais, c'est de pouvoir travailler avec votre animal, avec votre chien. C'est pour ça que quand je fais, on a une formation qui s'appelle formation pour les troubles des apprentissages. Ce qui est très important, c'est de mettre l'animal au centre d'intérêt, au centre de ce que l'enfant peut faire et d'utiliser justement cette narration. C'est-à-dire que on peut faire des dictées, c'est le chien qui fait les dictées, on peut faire du calcul, et ainsi de suite. Et pourquoi je me suis intéressé à Octoy, c'est parce qu'ils ont des jeux où il y a des animaux que j'ai découverts et qui accompagnent. Parce que faire les apprentissages des enfants, il faut le faire aussi avec les jeux. C'est pas seulement de savoir qui était Charlemagne ou qui était Napoléon. Oui, il faut travailler avec le jeu parce que l'enfant aime ça. Et en plus, avec les animaux, j'étais tout à l'heure regarder justement tous les jeux qu'ils ont, que je connais, mais ils ont toujours des nouveaux. C'est extrêmement important et très. C'est pas pour rien qu'il y a plein de monde, hein, plein de gamins, hein, parce qu'ils aiment ça. Et donc, le programme de zoothérapie éducative est un projet pédagogique inédit qui permet aux enfants d'être actifs. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui sont dans l'action. Et ça, c'est important. Donc, pour revaloriser l'enfant, c'est de lui confier, d'être sûr qu'il peut lui aussi s'améliorer par lui-même et par l'intermédiaire justement des animaux. Et donc l'animal constitue un très bon médiateur pour renvoyer à l'enfant une image positive de lui-même et déclencher la motivation. C'est ça qui est important. Image positive, déclencher une motivation. Avec des activités pédagogiques comme la lecture. Vous prenez une lecture où il y a des animaux, ça va très bien. Moi j'ai écrit beaucoup d'albums parce que je dirige également des collections justement chez Bonin Scolaire pour essayer d'amener des livres de lecture plaisants qui puissent justement donner envie à l'enfant de lire. L'écriture, très important aussi, toujours par l'intermédiaire de l'animal. Je dis par exemple, Bingo va dire, ah bah écoute, on fait des L très très bien, hein. Allez, on va les refaire, parce que Bingo aimerait bien les lire. Hein. Donc il faut toujours jouer sur le fait de l'animal. Ça peut être un chien, mais ça peut être aussi un lapin, si vous n'avez pas de chien, ou un cochon d'Inde. Bon, le chien, c'est quand même quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'à votre chien, vous pouvez lui apprendre et dire, alors, Bingo, assis, pas bouger. Donc le chien, il faut qu'il soit
capables de rester 30 minutes s'ils le font assis et faire le maître d'école. Et vous en êtes une narrateur. Voyez-moi, ça marche très bien, les gamins ils sont heureux. Ensuite aussi la réflexion, réfléchir à ça, c'est très important. Et donc l'animal possède de nombreuses qualités qui en font un instrument dynamique. Je me suis permis de mettre instrument parce que, ou médiateur, dynamique pour intervenir auprès des jeunes. Il a la capacité, je répète, de stimuler, de motiver, de réconforter et de distraire. En même temps, vous pouvez aussi apprendre à votre enfant qu'un animal, un chien, c'est pas une peluche. Et qu'il faut aussi apprendre qu'il y a la propreté, il y a le nourrissage, il faut le nourrir. Et donc, confier tout ça à l'enfant va le revaloriser, parce qu'il va se dire, tu fais confiance, t'as pas mal eu, oui, vas-y. Et ça, c'est très important. C'est ce que je faisais au Canada tous les jours quand il venait chez moi. Je dis, voilà, auquel tu veux des chiens, c'est toi qui t'en occupes, c'est pas le responsable maintenant. Alors là, c'est extraordinaire, tu fais confiance, tu choisis le chien que tu veux, tu vas t'en occuper. Tu vas nettoyer son endroit, tu vas le brosser, tu vas le peigner, et ainsi de suite. Et donc, en même temps, on pouvait beaucoup plus facilement rentrer en relation avec l'enfant qui avait des problèmes et de lui faire passer le message justement positif. La zoothérapie éducative peut donc rapprocher les jeunes de l'école et par le fait même contribuer à avoir des effets positifs sur la motivation scolaire. Moi, j'ai découvert des enfants qui ont la phobie de l'école. Ils ne supportent pas l'école. Ils rentrent même, ils y vont parce qu'ils sont obligés, mais ils sont terrorisés par l'école. C'est grave. L'échec scolaire, donc l'absentéisme, l'échec scolaire, l'indiscipline et la violence. Alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ces enfants qui ont des difficultés, comment peuvent-ils s'exprimer? Puisque déjà par le côté verbal, ils ont des difficultés. Très souvent, ils deviennent hyperactifs, parce que c'est une façon à eux de s'exprimer. Très souvent, il y a une violence qui s'installe aussi, parce que c'est encore quelque chose qu'ils ont du mal à maîtriser. C'est leur façon encore de s'exprimer. Et c'est ce que je dis très souvent. Moi, j'ai travaillé au Canada avec les délinquants, pendant de nombreuses années, ce qu'on appelle le vrai délinquant. J'ai essayé de comprendre pourquoi tout d'un coup, il y a une délinquance chez certains jeunes. Je retrouvais toujours plus ou moins la même raison, c'est qu'ils n'étaient pas écoutés, pas pris au sérieux, et que automatiquement, malheureusement, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se rebellent parce qu'on ne leur fait pas confiance, et comment peuvent-ils s'exprimer? Par la violence, par foutre le feu à des poubelles ou des trucs comme ça. Et bien sûr, c'est grave. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord les écouter. Première des choses que je dis toujours, avec n'importe quel enfant, c'est d'écouter, c'est de savoir quel est le problème qu'il peut avoir. Donc lui donner confiance. Et si j'ai mon chien à côté, le médiateur, il va s'exprimer d'une autre manière. Il va avoir beaucoup plus confiance en moi. Parce que si vous dites à un enfant, si la maman dit à son enfant, écoute, ça va pas, là on va aller voir la psychologue ou le psychologue. Le gamin est, pourquoi je suis pas fou, je suis pas malade, moi. Parce que tout de suite on pense à ça. Donc, ça, c'est déjà une chose qu'il faut absolument enlever de l'esprit d'enfant. Et c'est pour ça que c'est très important de les écouter et d'essayer de trouver des solutions en commun avec eux. L'objectif, en médiation avec le chien, améliorer chez l'enfant sa connaissance du langage et sa tenue. Favoriser des rencontres positives entre l'enfant et les animaux. L'animal, comme je dis, c'est un médiateur, c'est un stimuli, c'est une source de motivation. Et aussi d'apprendre le corps, le schéma corporel, qui est très important pour les jeunes, les tout jeunes enfants, les 3 ans, 4 ans, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'on appelle dans le jargon le schéma corporel. Or, avec un animal, on peut lui apprendre les oreilles, le nez, aux autistes. Et donc, j'ai travaillé longtemps, comme je disais tout à l'heure, avec eux, et le schéma corporel, ils ne savent pas du tout ce que c'est. C'est très important, justement, de leur expliquer ça. Favoriser les rencontres positives, sensibiliser à la responsabilisation envers les animaux. Donc,
on responsabilise envers l'animal, ce que je peux renvoyer à ce moment-là dans ce que j'appelle le miroir de l'animal, qui doit aussi être agréable avec tes amis, avec tes parents, et ainsi de suite. Et ça, c'est très, très important. Que l'animal renvoie une image positive vis-à-vis de l'enfant. Sensibiliser, la responsabiliser envers les animaux, ce qui va conduire à comprendre pourquoi l'on doit respecter l'être humain. C'est dans notre dialogue que l'on doit justement sensibiliser ça. En relation, créer des situations qui permettront à l'enfant d'exercer son habilité sociale, c'est-à-dire parler plus lentement, respecter la relation à l'autre, écouter. Et tout ça, je peux le faire à partir du moment où j'ai un chien qui lui-même est très bien éduqué. Si je dis à mon chien assis, ah ben, tu vois, lui il est assis, hein, bon, il m'écoute, hein, peut-être bien que tu fasses la même chose. Hein. Toujours prendre l'animal comme témoin pour renvoyer une image positive vis-à-vis de l'enfant. C'est très, très, très important. Créer des situations valorisantes où l'enfant expérimentera le contrôle et la responsabilité de lui-même, son estime, son émotion positive. C'est pour ça que, ici je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai fabriqué un tableau avec des images, ce qu'on appelle des pictogrammes. Ces pictogrammes représentent par exemple des visages, l'humeur, je suis gai, je ne suis pas content, je suis en colère, et ça vous les trouvez d'ailleurs dans les jeux de chez Hortoys. Ensuite, vous photographiez vos animaux, donc moi j'ai photographié mes chiens, j'ai photographié mes ânes, j'ai photographié les cochons d'Inde, et ainsi de suite. Ensuite, le temps qu'il fait. Alors j'ai un petit pictogramme, il y a du soleil, il y a un nuage, il y a de la pluie, il y a du brouillard. Et donc tout ça pour dire que quand l'enfant il arrive, il va construire lui-même comment il est. Est-ce que tu es de bonne humeur aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Ok, alors il choisit de bonne humeur. Et si jamais je sens qu'il n'est pas de bonne humeur, je dis attends, petit Bernard, je ne suis pas sûr, tu as pris le pictogramme où tu es très souriant. Tu es sûr que tu es souriant toi ce matin? Ah bon, d'accord, tu veux être souriant. Bon, alors ok, on le met. Ensuite, quel temps il fait? Donc tout ça pour dire quel temps il fait, ensuite quel est l'animal avec lequel tu veux travailler. Donc je le responsabilise par cette façon de lui-même faire en sorte qu'il construit son atelier. Et c'est très important pour la revalorisation. Ensuite, les accessoires. Tu vas aller promener le chien. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Une laisse? Alors, tu prends la laisse, tu prends le collier, tu l'installes. Donc tout ça pour dire qu'il va totalement construire son atelier. Et en même temps qu'il construit, moi je vais le revaloriser. Parce que c'est ça la base même de ces enfants qui sont en échec un peu, aussi bien à l'école que dans le social, c'est qu'ils n'ont pas de valeur. Puisqu'on leur dit toujours, ouais, vous n'êtes moins rien, vous ne faites rien. Donc il faut l'encourager à ce moment-là. Et c'est lui-même, parce que si je viens le matin et si je lui dis, aujourd'hui on fait ça, 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 ça et ça, j'impose quelque chose. Ce n'est pas toujours ce qu'ils aiment. Donc je préfère qu'il le fasse lui-même, et moi je vais l'orienter à ce moment-là. Je vais dire, c'est sûr qu'il pleut aujourd'hui, bon d'accord, ok. Et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte que ce soit lui qui construise son atelier, mais c'est vous qui le pilotez avec votre animal. Encourager l'expression de l'enfant sur le plan affectif. Ça aussi, quand je vois qu'un enfant, ça arrive, n'a pas le moral le matin. Pourquoi? Peut-être que les parents, des fois ça s'engueule, comme on dit. Pas toujours évident. Et donc l'enfant, moi j'ai pu remarquer ça, quand un ménage ne va plus comme on voudrait, l'enfant pense que c'est de sa faute. Il arrive à l'école, il a plus de problèmes dans sa tête que n'importe quoi. Et donc il n'arrivera pas à suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut, là encore, essayer que, par expérience, je peux vous dire qu'un enfant pense toujours que c'est de sa faute, peut-être qu'il y a des disputes à la maison, et donc s'il y a un chien, il va se confier au chien, il va dire oh, je pense que ça va pas bien en ce moment et tout. Et c'est très important, justement, d'écouter là encore l'enfant, favoriser des rencontres entre l'enfant et les animaux, sensibiliser à la responsabilité. C'est extrêmement important. La fragilité de l'enfant, elle est terrible. Et croyez-moi, par expérience, l'enfant, c'est la construction de l'avenir.
Un enfant se construit et on va retrouver, une fois qu'il est adulte, c'est pour ça qu'il y a des transferts. Un enfant qui a été, on va dire, martyrisé ou frappé ou quoi que ce soit, malheureusement, très souvent, il y a un transfert. Il répète ce qu'il a vécu, il répète. Et c'est pour ça que c'est important. Je fais juste une parenthèse. Moi, j'ai travaillé avec des délinquants, comme je disais, avec les, au Canada aussi en prison. C'est des jeunes qu'on ne leur a pas donné la chance. Eh bien, quand on les travaille avec un animal, que ce soit avec les chiens entre autres, ils retrouvent le goût d'être quelqu'un de bien. Et donc ça, c'est très important. La relation à l'enfant et les pères, l'intermédiaire du chien, crée des situations qui permettront à l'enfant, des habilités sociales, créer des situations valorisantes, encourager l'expression de l'enfant. Ça avait déjà été fait. Petit à petit, les enfants apprendront les notions théoriques et pratiques associées au thème choisi. C'est vous qui choisissez le thème. Par exemple, on dit aujourd'hui, ce matin, on fait une dictée, ou aujourd'hui, on va faire une balade, on va sortir les chiens. Faire sortir les chiens, faire une promenade, pour les enfants qui ont des très grandes difficultés, c'est très très bon, parce que ça leur permet d'une part de s'extérioriser, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tout se passe que dans une classe entre 4 murs où il y a 28 élèves, ces enfants qui ont des grands problèmes scolaires n'arrivent pas à suivre. Ils sont là au milieu d'enfants qui, eux, vont bien, hein, et les 2 ou 3 qui ne vont pas bien, puisqu'aujourd'hui les statistiques disent qu'il y a en tout cas minimum un enfant dyslexique par classe, ce qui est énorme. Et encore, quand on dit un, c'est très souvent 2, parce qu'il n'y a pas que la dyslexie, il y a aussi d'autres choses. Il y a, comme je disais, il y a ces enfants qui arrivent à l'école, ils n'ont pas pris de petit déjeuner. Comment voulez-vous qu'ils suivent? Ils se sont fait engueuler par les parents. Comment voulez-vous qu'il arrive à l'école avec l'esprit clair? C'est possible. Toutes les semaines, chaque enfant a l'occasion d'avoir un contact privilégié avec l'animal et d'exercer son contrôle, c'est-à-dire travailler avec lui, avec les chiens, par des exercices. L'activité se termine par une période de caresse. Ça aussi, ce que je dis aussi, c'est ce qu'on appelle l'émotion, le sensoriel. Prendre le chien, se sentir bien, se relaxer à travers le chien. Là, on parle d'enfants, mais je peux vous dire que j'ai travaillé avec beaucoup d'adultes, on est juste qui font des burn-out. Burn-out, je ne veux pas dire que c'est à la mode, mais malheureusement, on en a de plus en plus. Eh bien, le contact avec l'animal leur permet justement de traverser des périodes très difficiles. Tantôt on utilisera l'animal pour inviter les enfants à se contrôler et à se calmer, tantôt pour les inviter à être actifs. Là encore, actif de l'animal, on peut faire des parcours. Moi j'avais installé des parcours style agility sans que ce soit de l'agility. Eh bien, on responsabilise l'enfant, on le remet au centre même de l'activité. Ça encore, ça lui permet justement de s'extérioriser. Alors je reviens à cette fameuse pièce d'éveil, qui est comme une classe, une salle de classe. Comme je disais, il faut des couleurs, mais vous faites rentrer le chien. Je peux vous promettre que les enfants ils sont beaucoup plus attentifs que si j'étais seul. Parce que je peux faire passer beaucoup plus de messages à travers le chien vers ses enfants. D'une part. Deuxièmement, les jeux, c'est d'autres, c'est vrai que j'en ai beaucoup, la construction à travers les jeux de l'enfant, avec les animaux, c'est très très. Rien que la mémoire. Faire travailler la mémoire, vous photographiez vos animaux, vous photographiez et vous en faites un mémoire. L'enfant va retenir beaucoup plus facilement parce que c'est des animaux. C'est aussi un moyen d'exercer. Les enfants seront invités au travail de groupe, donc en relation à l'autre, respecter l'autre. À d'autres moments, les animaux permettront aux enfants d'exprimer leurs émotions et de partager leurs expériences. Ça aussi, c'est très important. Les conséquences, réduire des incidents qui se passent très souvent en augmentant la compétence des enfants dans des situations à risque. C'est-à-dire qu'on va expliquer justement à l'enfant qu'est-ce que c'est qu'un animal, on ne doit pas le frapper, qu'est-ce que c'est qu'un copain, on ne doit pas non plus le frapper, et ainsi de suite. Favoriser l'éducation touchant le comportement, protection de l'environnement, ça aussi. Encourager et augmenter le civisme.
c'est ce que je trouve aussi. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce mot-là, on ne le considère plus le civisme et le respect de l'environnement humain et physique, c'est-à-dire respecter une fois de plus son voisin. Très très important. Et tout ça, on peut le faire à travers l'animal, en mettant l'animal comme miroir. Très très important. Les moyens, ateliers éducatifs et ludiques par animation, donnés par le thérapeute ou l'enseignant spécialisé, accompagné d'un chien préalablement, comme je dis, évalué, choisi par son tempérament stable. Alors quels sont les bons chiens? Comme je disais, on ne peut pas utiliser tous les chiens. Vous avez différents, vous avez le berger australien. Pourquoi le berger australien? Parce que c'est un chien qui est extrêmement à l'écoute, c'est un chien de travail. Un chien de travail, c'est un chien à qui on peut mieux apprendre certaines choses, mais là encore, on peut aussi utiliser l'éducation du chien avec ses jeunes. On va éduquer le chien avec les jeunes. Donc on va le responsabiliser aussi à travers l'éducation du jeune, et ça va lui renvoyer une image positive de lui-même. Donc il y a le berger australien, le golden, qui est aussi très intéressant. Après vous avez dans les petits chiens, vous avez le Family King Charles, le caniche. Le caniche. Je viens ici aussi pour savoir quel chien je vais choisir pour mon enfant, et le Family King Charles était sur ma liste. Ça vous convient? Ah ouais. Oui, un excellent chien. Un autre chien qui malheureusement est un peu banni en France, que je trouve dommage, c'est le caniche. Or, le caniche est un animal extraordinaire. Alors je ne dis pas le petit, le toy, non, mais le moyen, le grand. Moi j'étais gamin à l'école, enfin quand j'étais gamin à Strasbourg, le chien guide d'aveugle, c'était les caniches royales. On ne parlait pas encore d'abandon, on ne parlait pas de tout ça. C'était le caniche royal. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui apprend très bien, très vite. Le Family King Charles, excellent chien. Vous avez aussi après le Shetland qui donne. Ce qu'il faut, idéalement, c'est un chien à poil long. Parce qu'il y a du sensoriel. On peut le caresser. Il y a l'émotion qui passe à travers. Tout ça, pour l'enfant, c'est extrêmement important. Si je dis à un gamin qui est un petit peu insécure, hyperactif, qui parle dans tous les sens, je lui dis attends, mon petit Bernard. Ah, branché, mais c'est pas le mien. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, comme je dis, si un chien, par exemple, à poil long, c'est intéressant. On le brosse, on va le peigner. Il y a de l'émotion qui passe. Un enfant qui a des problèmes, qui est hyperactif, qui n'a pas, qui est insécure en lui-même, dès qu'il peut caresser le chien ou même les chats. Hein, bon, le chat, c'est un félin. Il faut savoir une chose, c'est que c'est lui qui décide s'il doit rester ou pas. Donc, là, il faut faire attention parce que si vous avez un chat, l'enfant va se confier au chat, va caresser le chat, et tout d'un coup le chat se lève et il part. L'enfant, il ne sait pas pourquoi. Le chat ne va pas dire, bah, écoute, tiens, j'ai envie d'aller me mettre là-bas. L'enfant va se dire, bon ben voilà, il ne veut pas être avec moi, donc une fois de plus, il est négatif pour lui. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc le chien est extrêmement important dans le choix du chien. Poil long, poil soyeux, pas trop grand, ça dépend de l'enfant. Par exemple, j'ai travaillé avec des golden, avec des autistes, j'ai travaillé avec des bergers australiens avec les autistes. Maintenant, si vous voulez, on peut déborder du chien, mais c'est qu'idée pour les autistes, c'est extraordinaire. Parce qu'on va travailler aussi l'équilibre. Quelle est la problématique d'un enfant qui a un spectre autistique? C'est déjà de se connaître soi-même. La communication non verbale. Comment peut-il communiquer? On va communiquer avec des pictogrammes. Donc à ce moment-là, c'est pareil. Je travaillais beaucoup avec des pictogrammes. Mais en même temps, je faisais en sorte que l'enfant était l'acteur, là encore, avec quel animal, parce qu'ils comprennent, mais ils n'ont pas cette façon de pouvoir s'exprimer, il y a des problèmes de communication verbale, donc on va faire travailler la communication non verbale. Et à ce moment-là, on va détailler
par des pictogrammes l'atelier que lui voudrait faire. Donc le poney, la bombe, le licol, la longe, la selle, le tapis et tout ça. Et donc lui va construire son atelier. Je peux vous dire, moi j'ai travaillé pendant 5 ans avec un jeune qui s'appelait Yann, autiste, assez profond. Et bien au bout de 5 ans, sa mère ne le reconnaissait plus. Il venait toutes les semaines, 2 heures. Ça c'est très important. C'est qu'il faut des ateliers toutes les semaines. Si c'est juste un atelier comme ça de temps en temps, ça ne sert pas à grand chose. C'est déjà bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Il faut qu'il y ait un suivi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant, parce que ce jeune Yann, on a construit petit à petit des mots, hein, bon, déjà poney, longe, l'école, et ainsi de suite. Une fois qu'il avait bien assimilé ça, y compris le schéma corporel de l'animal, les oreilles, le museau, la crinière, c'est les cheveux pour toi, les sabots qu'il faut nettoyer, c'est tes ongles à toi, et ainsi de suite. Et au bout de 5 ans, il arrivait à s'exprimer, c'est-à-dire que j'avais fait aussi en sorte que les lettres, j'avais des pictogrammes par lettre, donc j'avais, il s'appelait muscle, donc le M, le O, le U, le S, et pas de E. Et voilà. Et donc, petit à petit, je lui ai appris tout ça, et tout ça en contact de l'animal. Et la récompense, si on veut, pour lui, c'était justement à la fin de ces 2 heures de pouvoir donner une carotte. Donc, il y avait la carotte qui faisait que l'enfant, il était vraiment émerveillé. Donc, tout ça, c'est pour dire que justement, l'animal est quelque chose d'extraordinaire dans énormément de publics. On a les autistes. Les ânes, moi, si ça vous intéresse, je peux vous parler des ânes, parce que j'adore les ânes. L'âne, c'est pareil, l'âne, ce qui est intéressant, c'est justement, la particularité, c'est qu'il est très têtu. Et quand vous avez des enfants, justement, assez têtus, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle l'inadaptation sociale, c'est-à-dire le trouble du comportement, ils ne veulent rien faire, non, tout ça, et quand tout d'un coup, on arrive à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe entre lui et l'âne, on va au pré, on va le chercher, l'âne, il ne vient pas, mais pourquoi il ne vient pas, l'âne? Réfléchis, parle plus doucement peut-être, fais un effort et tout ça. Ah bah tiens, il vient maintenant. Mais il ne vient pas tout de suite, il s'arrête. Ben oui, tu vois, il s'arrête, il t'écoute, il t'observe. Si tu gesticules pas dans tous les sens, ben peut-être qu'il va venir. Et ainsi de suite. Donc je crée un dialogue entre lui et l'animal. Et à un moment donné, l'animal arrive. Et là, je lui dis, bon, ok, maintenant il est là. Maintenant, attention, hein, on ne commence pas à gesticuler dans tous les sens. On va aller chercher le col, on va aller le mettre, on va le sortir du pré, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une responsabilité. Et moi, j'encourage l'enfant à le faire, justement, par un discours, on va dire, quelque chose de plaisant pour lui. Parce que si je suis quand même trop directif, il va pas, ça sera trop dur pour lui. Par contre, je vais lui dire, écoute, toi, regarde, t'as vu, il y a des oreilles qui sont en train de bouger. Oh, je pense qu'il t'écoute là. Donc, vas-y, parle-lui. Il faut lui parler lentement, et ainsi de suite. Donc, je crée une bonne ambiance, ce qui fait que l'enfant, dit hyperactif et assez, on va dire, agressif, d'un coup se calme. Et là, je lui dis, bon, ben ok, allez, on le sort, maintenant il faut que tu l'attaches à tel endroit, parce qu'on va lui nettoyer les sabots. Donc il y a tout ce qui est autour de l'animal, qui est très important. Et moi, je peux à ce moment-là lui renvoyer aussi cette image positive de lui. Tu lui fais les sabots, bon, t'as vu tes ongles, toi? Ah, maman, je ne suis pas sûr qu'il va aimer que toi, tu aies les ongles comme ça, puis tu fais les sabots. C'est super, tu fasses les sabots. Mais regarde bien, tu vois. Donc je renvoie chaque fois une image positive. Croyez-moi, j'avais un petit jeune, Ryan, pareil. Alors lui, il venait 4 fois par semaine dans ma salle de pièces d'éveil, parce qu'à l'école, il frappait tout le monde, il frappait même la maîtresse. Je sais s'il y en a, malheureusement comme ça. Donc je lui disais, l'école, à l'institut, il y a l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, elle n'en revenait pas, elle dit, comment ça se fait que chez vous il est calme? Je dis, attendez, il est calme, c'est parce que je cherche à le mettre positif, et pas négatif, pas tout de suite au fond de la classe, parce que tu me casses les pieds. Non. Donc il faut le revaloriser, il faut le mettre au centre même de son problème à lui, et de faire en sorte qu'il soit revalorisé. Ce n'est pas évident, mais c'est tout à fait possible. Donc tout ça pour dire que l'animal est vraiment un médiateur, aussi bien pour tout ce qui touche le handicap, l'autisme, l'inadaptation sociale, les personnes âgées, pareil, on va vous parler sur les personnes âgées, on va travailler la mémoire, travailler
sensorielle, on va travailler ce qu'on appelle la déprime, une personne qui déprime, on va travailler tout ça, on va travailler aussi les espaces, ce qu'on appelle les espaces temporels, hein, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Et là encore, c'est pareil, je travaille avec beaucoup de jeux aussi que j'ai, je ne vais pas faire là-dessus. Il faut dire une chose, c'est que c'est vrai, ils ont énormément de jeux, par exemple pour les personnes âgées, le toucher, le tactile, c'est très important. Quelle est la réaction, pour ceux qui connaissent les chiens, quelle est la réaction? On rencontre un chien, si j'étais mis avec un de mes chiens, je n'ai pas voulu parce que c'était trop chaud, mais quelle est votre réaction? C'est de tout de suite de le toucher, tout de suite. Et lui, quelle est sa première réaction? C'est de venir vous sentir qui vous êtes. Parce que chaque humain a une odeur très spécifique. Chaque humain dégage des ondes et dégage des odeurs. Et donc, lui, il va les analyser. Il faut savoir qu'un chien a 200 000 fois l'odorat plus performant que l'humain. C'est énorme. C'est pas pour rien qu'on a des chiens de catastrophe, des chiens d'avalanche, des chiens de décombre, tout ça, parce que le chien a d'excellentes capacités qu'il faut mettre en avant. Alors, on les met en avant par rapport à ce que l'on veut, c'est clair. Moi, je n'avais pas besoin d'avoir un chien qui sent tout ce qu'un chien de drogue a besoin de connaître. Moi, j'avais besoin, mes chiens étaient là, surtout sur le côté sensoriel, sur le côté stimulus, sur le côté confiance, redonner confiance, et ainsi de suite. Donc, les personnes âgées, on peut travailler les EHPAD, les gens qu'on forme, par exemple, qui travaillent dans les EHPAD, j'en parlerai beaucoup cet après-midi, parce que là, j'ai toute une énorme expérience qu'on a mis en place, mais on va travailler, comme je dis, la mémoire. Avez-vous eu des chiens, Madame Germaine? Madame Germaine, elle a 95 ans. Avez-vous eu des chiens, Madame Germaine? Ah, voilà. Eh bien, comment il s'appelait? Et donc, on va faire travailler sa vieille mémoire sur le ce qu'on appelle la mémoire ancienne. Et si je dis à Madame Germaine, Madame Germaine, est-ce que j'étais là hier? Non. Donc, ce qui s'est passé hier, elle ne s'en rappelle plus. Mais ce qui s'est passé il y a 30, 40, 50, 60 ans, c'est ça. Donc là encore, on va travailler différentes choses. La conclusion qu'on pourrait tirer, les animaux exercent un attrait incontestable auprès des enfants. Et ces derniers ne demandent pas mieux que d'interagir avec les pères. Ce projet utilise cet attrait réciproque pour permettre des apprentissages académiques et sociaux à travers des activités accessibles et amusantes. Les diverses situations imaginées permettent de travailler les habiletés sociales des enfants et ceux-ci en retour s'impliquent dans les activités. Pour résumer, l'animal, le chien, entre autres, je dirais même principalement, a cette capacité pour des enfants en difficulté familiale, scolaire ou autre, sociale. Il a cette capacité de pouvoir justement prendre l'enfant. Il faut bien sûr qu'il y ait un accompagnement, c'est clair. Il ne faut pas juste confier le chien et dire vas-y, fais ce que tu veux. Il faut un accompagnement, il faut un suivi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi mis en place des grilles d'évaluation, des échelles de travail pour voir où en est l'enfant, pour faire des comparatifs. Ce qui est aussi très important, c'est également de faire des réunions. Et ces réunions doivent comprendre toutes ces personnes qui sont autour de l'enfant. Je prends l'exemple de ce jeune qui venait 4 jours par semaine à l'Institut. Il avait une psychologue qui le suivait, il avait une pédopsychiatre qui le suivait, il avait son enseignant qui le suivait dans le sens qu'il allait à l'école là, mais ça ne marchait pas, mais enfin, voilà. Et il avait une orthophoniste, il avait une psychomotricienne, il avait une art thérapeute, et ainsi de suite. Et donc tous ces gens-là, il faut qu'on soit tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'on soit là pour travailler dans le sens positif de cet enfant. C'est pour ça que les réunions que j'organisais, c'était tous ensemble pour connaître comment il est à l'école, comment il est avec la psychomotricienne, comment il est avec l'orthophoniste, et ainsi de suite. Pour construire le projet de l'enfant. C'est extrêmement important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, je fais des monologues. Que vous dites, King Charles? Voilà. Pour votre enfant? 4 ans, J'ai 4 ans et demi qui souffre d'une anomalie chromosomique. Une partie des symptômes sont les troubles de l'apprentissage, les troubles du comportement. Ouais. Et on cherche une façon d'arriver, un peu tout ce que vous disiez, de la canaliser, de la motiver
Maintenant, je découvre aussi la possibilité de lui faire comprendre qu'on apprend des choses, pas simplement pour le plaisir d'apprendre, mais par nécessité. On ne peut pas laisser la preuve du chien au milieu. Il faut prendre le chien comme modèle. Oui. Moi, avant de vous rencontrer, c'était vraiment avoir un chien pour apaiser ma fille. Je m'aperçois maintenant que ça peut être aussi avoir un chien pour lui lâcher la graisse. Comme vous disiez, le fait d'être narrateur, et de lui dire si tu cries, il n'y a pas de problème, mais du coup, le chien, il ne va pas dormir. Il faut que le chien, donc vous êtes le narrateur, il faut que l'animal, ce soit lui qui parle. À votre intermédiaire, bien sûr, il faut que ce soit lui qui parle. Et ça prend. Parce que l'enfant doit être bien avec le chien. C'est son copain, c'est son compagnon, c'est le chien avec qui il va pouvoir peut-être faire des balades, et ainsi de suite, le sortir, lui donner à manger. Très attirée par le chien. Oui, elle a même fait une chose, elle avait du biscuit à faire. Vous savez, les enfants, ils aiment ça. Et ben, elle en a donné. Oui, il y a le partage. Alors d'habitude, elle se jette dessus. Ouais, ouais. Elle s'occupe de rien. Et là, du coup, non, elle s'est relevée pour aller rechercher du gâteau à Pénon pour donner au chien. Donc, Donnez à moi. ça, c'est une action. Vous partez de là et vous travaillez tout ce que vous voulez mettre en avant, le côté encourageant pour essayer justement de l'aider dans son cheminement à elle d'autonomie, parce que qu'est-ce qu'on cherche aussi, c'est que la personne, l'enfant, arrive à avoir une autonomie, donc on va utiliser l'animal justement sur ce style-là, ou le promener sans courir, sans faire le fou, et ainsi de suite, lui donner à manger, c'est important, parce que l'enfant... On brosse les dents au chien. Oui, absolument, tout à fait. Ça existe, c'est comme un... C'est la bagarre, c'est brosser les dents. Oui, bah, alors, je vais vous dire, On a un lapin et... comment moi j'apprends aux professionnels, je leur dis, ben voilà, c'est pas compliqué. Imaginons que vous avez votre chien bientôt, eh bien, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de tarte. Qu'il n'ait pas de... Et sans rire, j'y ai pensé, hein, Et pour pas qu'il y ait de tarte, eh bien, il faut s'occuper de ses dents. Et donc ça existe effectivement aujourd'hui, soit c'est des objets de ce qu'on appelle des kongs, soit il y a une espèce de pâte que vous pouvez gentiment faire. Alors il faut habituer le chien, tout jeune. Dès 2 mois et demi, 3 mois, il faut tout de suite l'habituer à tout ce que lui va rencontrer. C'est-à-dire ouvrir la bouche sans qu'il rogne, ouvrir les dents, et ainsi de suite. Tout ça, ça s'apprend, hein, avec le charme. Et donc, votre enfant, votre fille, à un moment donné, dit ah bah il brosse les dents. Bah oui, moi aussi alors. Et à ce moment-là, vous renvoyez l'image, tu vois là, imaginons qu'il s'appelle, je sais pas moi, Bingo, le chien. Vous dites, mais Bingo, vous voyez, il a bien se faire brosser les dents, il adore ça. À ce moment-là, vous pouvez dire, allez, Bingo, j'aimerais bien aussi que tu brosses les dents. Donc il faut toujours jouer cette relation, hein, petit à petit, pour construire une confiance. Ça, c'est important. C'est comme manger. Les gamins qui ne veulent pas manger, la soupe, ou des choses comme ça, tout ça. Ben, c'est pareil. Il faut faire en sorte que, allez, pour donner à manger au chien, allez hop, tu es d'accord, tu vas chercher des croquettes, et ainsi de suite. Et là, il faut lui dire à un moment donné, mais il aimerait bien que tu manges aussi, quoi. L'anorexie, j'ai travaillé sur ce problème des jeunes filles qui sont anorexiques, qui est un cas psychiatrique. Eh bien là, c'est pareil. On avait aux États-Unis, on avait un énorme projet qui se met en place, enfin qui est vraiment en place depuis de nombreuses années. C'est un énorme ranch, énorme, qui est un hôpital psychiatrique. Mais c'est marqué nulle part, hôpital psychiatrique. Parce que vous dites à une jeune fille de 14 ans, tu as un problème, on va aller à l'hôpital psychiatrique. La jeune fille, elle dit, ça y est, qu'est-ce que je veux faire dans un hôpital psychiatrique? Parce que le mot psychiatrique, c'est très... Voilà, je ne suis pas folle. Donc là-bas, en pleine Cambrousse des États-Unis, du côté de Denver, que je connais bien, il y a un ranch, marqué ranch, et c'est un hôpital psychiatrique. Il y a médecins, infirmières, tout. Et il y a des chevaux en quantité énorme, poneys et chevaux. Eh bien, ils prennent des jeunes filles, qui sont anorexiques, elles arrivent, elles signent pour 1 année minimum, et on lui dit, voilà, tu choisis le cheval ou le poney que tu veux. Tu vas être responsable. Mais, attention, c'est bien, parce que lui, il a aussi envie d'être bien. Donc toute la responsabilité, la responsabilisation de l'enfant vers son poney va faire en sorte que petit à petit, il faut le nourrir, il faut lui donner à boire, et ainsi de suite, il faut
le soigner, lui faire les sabots et tout le reste, va faire en sorte qu'on arrive petit à petit, parce que la jeune fille se dise, ben, il faut que je me reforme. Et petit à petit, on va travailler justement le côté de ne pas manger, vomir, manger, et ainsi de suite, hein, tout le problématique. Et bien, je peux dire, aux États-Unis, il y a des résultats extraordinaires. Et je me dis, sûr, qu'est-ce qu'on n'est pas foutu de monter ça en France? Oui. Alors, du coup, concrètement, alors, par exemple, moi, je veux me former pour avoir un entretien, que ce soit professionnellement ou personnellement, ou les enfants, par exemple, dans la région de Lyon. Comment je fais? Il y a un site sur l'Institut Zoothérapie de France, enfin, je ne sais pas. Comment je fais concrètement? Oui, il y a un site, l'Institut français de zoothérapie, .gov. D'accord. Il y a toutes les formations. D'accord. Alors, je vous dis tout de suite, on prend des gens comme vous, c'est-à-dire les orthophonistes, on prend que les gens de la santé et du social. D'accord. Et ça, il faut que il y en a dans toute la France ou... Non, des instituts. Non, des seul. Enfin, on est le seul professionnel. Depuis, il y a eu, bien sûr, des copies, c'est normal. Pardon, vous l'avez peut-être dit, il est où? Pardon? Il est où, pardon? Vous l'avez peut-être dit où il est, cet institut? Il est où? Il est à 1 heure d'ici. C'est bien ça. Côté Stéphane, il est du côté de, quand on va vers Chambéry. Vous prenez l'autoroute et vous allez vers Chambéry. On est exactement à 1 heure. On a mis, moi j'ai mis 1 heure pour venir ici ce matin. C'est l'Isère? En Isère. En Isère, ouais. C'est bien ça. Il y a 2 hectares, on est le sac de coupe. On travaille, si vous voulez, bon, moi je n'ai pas détaillé tout ce que j'ai fait, mais pour dire qu'on a exactement 9 formations. On les a toutes spécialisées, parce que j'estime que travailler avec un autiste, c'est pas la même chose que si je travaille avec une personne âgée. Donc faire une généralité, c'est bien joli, mais moi je trouve qu'il faut vraiment, on va à l'essentiel, on apprend vraiment comment monter un projet, comment le mettre en place, faire des évaluations, travailler sur des grilles, des échelles. C'est une vraie formation. Oui, vraiment le professionnel. Et la formation de combien de temps? Pardon? Combien de temps pour une formation? Alors, imaginons que madame est orthophoniste, elle veut faire une personne âgée, c'est 5 jours. 40 heures. Mais c'est condensé. Elle sort de là, elle en a plein la tête. Mais ce n'est pas que la formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les projets. Il faut que la personne vienne avec le projet. Moi, j'ai des enseignants qui viennent se former parce qu'ils sont justement dans des écoles où il y a des gamins qui sont un peu difficiles. Donc, ils veulent apprendre comment. Et puis, très souvent, elles montent leur projet. Parce que ce qui, moi, m'intéresse personnellement, c'est de suivre les gens au-delà de la formation. C'est de les aider à monter le projet. Parce que être formé, c'est une chose, bien sûr. Mais souvent, je me suis rendu compte qu'il y a un pas à franchir, c'est de mettre en action ce qu'on a appris. Et ça, c'est ça ce qui m'intéresse. On a des parents qui viennent se former. On a beaucoup de parents. Vous avez dit que c'était ouvert aux professionnels de la santé et du social. Sauf les parents d'enfants qui ont des problèmes. Mais moi, je pense à ma fille, mon autre fille, qui s'intéresse aux soins palliatifs chez les enfants. En pédiatrie, elle a fait un UV là. Un DU de soins palliatifs en VA pédiatrie. Et sinon, je pense que ça peut aussi avec les enfants. Il peut aussi avoir des enfants au niveau de Après, il faut penser à les hôpitaux. J'ai travaillé en EHPAD avec mon chien, après j'ai changé, je suis allée en centre de rééducation pédiatrique. Voilà. On m'a dit oui quand je suis arrivée avec ce que j'avais pu faire montrer. Ce qu'il faut, c'est. Il y a une réalité en France. Hein. Oui, il y a une réalité, mais elle est. On n'est pas au Canada quand même. Non, c'est pas mieux là-bas, vous savez. L'hôpital est à l'éducation. Je pense qu'il y a des grosses activités. Il vaut mieux être personne âgée en France que personne âgée au Canada. Je vous dis franchement, les personnes âgées au Canada, c'est. Mais cela dit, oui, il y a des problèmes, c'est clair. Quand on va dire, attendez, en 2003, quand je suis arrivé, les gens me disaient, vous ne vous rendez pas compte, c'est utopique, faire rentrer un chien dans un centre hospitalier. Aujourd'hui, si le projet est bien monté, bien ficelé, on peut. Mais voilà, il faut se prendre des mesures, c'est clair. Si je viens comme ça, on dit, oh, c'est là, moi je veux travailler. Il faut déjà être soi-même, avoir un métier de base solide, qui connaît les pathologies. Si on ne connaît pas les pathologies, après les parents c'est différent.
J'ai des parents, comme je disais, qui viennent parce qu'ils veulent aider leur enfant. C'est pas pareil. Il y a beaucoup de parents d'enfants autistes qui viennent parce que l'autisme, c'est pas évident. Vous savez encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment? Voilà. Donc, mais si je travaille dans un soin palliatif, ça peut être des psychologues, on a une psychologue dans l'hôpital d'Amiens, au CHU d'Amiens, qui est venue se former, elle adore ça, le soin palliatif. C'est sa passion, c'est de. Voilà, et elle le fait avec son chien. Voilà. Elle a travaillé, ça fait des années qu'elle fait ça. Donc, ce que je dis toujours, c'est que le projet, il faut bien le monter, et c'est ce qui, moi, m'intéresse, c'est d'aider les personnes à le monter, à le mettre en place, pour justement que ça réussisse. Il faut aussi expliquer à ceux qui peuvent vous dire non, pas de chien, parce que ceci, parce que cela, les zoonoses et tout ça. C'est clair qu'il faut à ce moment-là aussi travailler avec sa clinique vétérinaire. Si j'ai un chien, j'ai une clinique vétérinaire, j'ai donc un médecin. Parce qu'un vétérinaire, c'est un médecin des animaux. Quand vous avez un médecin humain qui me dit « Ah, mais non, les chiens, c'est sale, c'est des zoonoses », je dis « Attendez, moi j'ai un médecin qui surveille mon chien, qui suit mon chien, qui évalue toujours sa santé. » Allez dire maintenant qu'il n'a pas raison, le médecin vétérinaire. Donc, il faut travailler vraiment sur quelque chose de sérieux, c'est-à-dire se donner les moyens de réussir. Je ne dis pas que ça marche pas, c'est clair. Mais on progresse. Je peux vous dire que, franchement, moi qui vois ça tous les jours, ça progresse. On peut penser aussi que petit à petit, le soin palliatif pourra se faire à domicile et non plus en milieu hospitalier. Auquel cas, les CADMR, ceux qui font les soins à domicile, ils nous envoient des aides-soignantes à former en zoothérapie. Donc quand elles vont chez les personnes à la maison, elles ont un petit chien. Les personnes âgées, le petit chien, il s'occupe pendant qu'elle fait ses piqûres, le ménage, et ceci, cela. Ça aussi, c'est une forme de zoothérapie. Parce que on travaille la déprime, on travaille la solitude, on travaille ces objectifs. Ce qu'il faut surtout, c'est de travailler sur des objectifs précis. Si on dit juste, caresser le chien, ça me fait du bien. Oui, ça on le sait. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est ça, justement, la grande différence qu'il y a entre un chien visiteur, que je respecte, et un chien médiateur. Un chien visiteur, il visite. Il fait sa tournée, on va brosser, on va appeler, bonjour, je n'ai pas, ça va bien. c'est déjà quelque chose de bien. C'est très bien, c'est très bien. Mais Mais quand quand on travaille avec des enfants ou avec des personnes âgées ou même avec des jeunes pas faciles, justement, une adaptation sociale, ben là on est vraiment dans l'amélioration, dans les problématiques d'une thérapie. On va l'aider à trouver des voies qui vont lui convenir. Un autiste, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la communication, c'est l'équilibre, c'est le schéma corporel, c'est les espaces, c'est tout ça qu'on travaille. C'est aussi la raison pour laquelle je dis c'est minimum une fois par semaine, minimum, et quelqu'un qui me dit oui mais combien de séances? Mais ne me demandez pas le nombre de séances, je ne suis pas kiné, c'est pas 10 séances, c'est tout le temps. Parce qu'on ne peut pas guérir. Un enfant autiste, il a 6 ans ou 7 ans, il est autiste, à 25 ans il sera toujours autiste. Donc on n'est pas nous dans la guérison, on est dans l'apport pour qu'il trouve une meilleure autonomie. à partir d'un enfant qui un jeune adulte de 18 ans, il est important de pouvoir. Heureusement que si. Oui, mais. C'est 18 ans, 20 ans. Après, c'est plus facile à se Alors, il est clair que si demain je travaille avec une personne autiste qui a 35 ans, et si je travaille avec un autiste qui a 6 ans, j'arriverai plus rapidement avec celui qui a 6 ans à faire des résultats qu'avec celui qui a déjà 35 ans et qui n'a jamais été dans ce tour. Mais à 18 ans, c'est C'est comme les gens, des fois, ils me disent j'ai un chien, il a 7 ans. Ça, souvent, j'ai des stagiaires, ils me disent mais mon chien, il a 7 ans, mais bon, il n'écoute pas toujours, il ne reste pas assis plus de 4 secondes, et ainsi de suite. Est-ce que c'est rattrapable? Je me dis bien sûr que c'est rattrapable. On va aller travailler, ça va être difficile. Voilà. D'ailleurs, dans les formations qu'on donne, on donne aussi comment éduquer son chien.
c'est important de savoir comment éduquer un chien pour qu'on puisse en tirer un maximum de bénéfices sans que lui en pâtisse. Parce qu'on ne fait pas de la zoothérapie au détriment de l'animal. Ça c'est Il parti. faut vraiment que l'animal soit un compagnon, un médiateur, qui va aider le thérapeute à travailler sur les problématiques de la personne. Il y a des moments où on travaille pas avec le chien. Je travaille avec des jeux, je travaille avec des mémoires, je travaille avec tout à fait autre chose. Mais c'est aussi de la zoothérapie. On travaille dans le centre d'enfants polyhandicapés et on avait un projet de mettre en place à la rentrée quelque chose de ce style-là. Mais est-ce qu'il existe des associations de gens qui viennent avec des chiens médiateurs? Parce qu'on a contacté des chiens visiteurs, Oui, mais des chiens médiateurs. Bien sûr qu'il existe. Moi, je peux vous dire que dans la région de Lyon, on a formé pas mal de professionnels, des infirmières, des vétérinaires, qui petit à petit font du mi-temps dans une maison de retraite, et à l'autre mi-temps, eh bien, elles font comme intervenantes infirmières zoothérapeutes dans les différents lieux, des éducateurs spécialisés. Dans la région de Lyonnais, on forme, je veux dire, en 2014, on a formé 240 personnes en France. Parce qu'on a, bon, ils viennent de toute la France, ils viennent de Suisse, de Belgique, d'Italie, des gens chez nous, et on a de plus en plus des professionnels qui se disent, mais au fond, voilà, moi je vais travailler dans différentes maisons. Ce qu'on a aussi énormément, c'est des parents, de plus en plus qui nous contactent, qui disent, voilà, qui nous disent, voilà, j'ai un enfant autiste, j'habite Montauban, est-ce que quelqu'un autour de Montauban a été formé? Je dis, bah oui, on va regarder sur notre listing et tout, voilà. C'est ça qui est important, c'est un grand réseau que moi j'ai vu. Et ces adresses, on peut les trouver sur votre site? Oui. Oui, on exerce en IME et on avait un projet d'installer une ferme. Donc, les animaux, vous voyez, nous conseiller. D'ailleurs, alors déjà, installer une ferme, c'est très bien. Maintenant, il y a un, c'est pas un piège, mais je vais vous le dire. Les IME, vous fermez pendant les congés scolaires. Oui. Donc le problème des grands directeurs, c'est de dire, oui, mais c'est qui s'occupe des animaux? On s'est fermé. Mais c'est vrai qu'on s'est posé cette question, mais là, c'était plus par rapport Oui. aux animaux. Alors, bah, si vous avez combien de places vous avez? Ah oui, bah, c'est bien. Voilà, bravo. Et quelque chose d'intéressant. 2 chiens, ou un chien, des ânes, des poneys. Voilà. Si vous vous en tenez déjà à ces 3 animaux, âne, poney, chien, vous faites un travail admirable. Si vous voulez rajouter des chèvres, vous pouvez, mais c'est plus mécanique. Si vous voulez rajouter des poules, oui, parce que la poule intéresse l'autiste. On ne sait pas pourquoi, ça fait des années que je côtoie les autistes, on ne sait pas pourquoi la poule, c'est quelque chose qui attire l'enfant autiste. Il va se mettre en relation avec la poule déjà peut rester à le regarder, et lui aussi. Voilà, alors quelques poules. Voilà. Mais le problème que je connais par les IME, j'ai formé des éducateurs spécialisés qui travaillent dans les IME, ils ont monté une ferme, et la première question du directeur c'était oui, c'est bien joli votre projet, mais c'est qui va s'occuper des animaux pendant qu'on ferme? Donc, il faut avoir la réponse pour le directeur. Voilà. Mais autrement, bien sûr que c'est revalorisant. C'est clair. Les IME, avec, il y a un travail admirable à faire avec franchement, l'animal, C'est des animaux qui peuvent cohabiter ensemble, un chien, un âne, ce sont des animaux qui peuvent cohabiter ensemble. Ah oui. Un âne tout seul va s'ennuyer, il va avoir toute la journée. Un poney tout seul, c'est pareil, il va s'embêter. Donc, mettez déjà les deux ensemble, ça va super bien. Un chien tout seul, il va s'ennuyer, oui et non, parce qu'il sera beaucoup plus proche de vous que l'âne. L'âne, il est dans son pré, le chien, il est dans vous. Mais c'est vrai que si on veut faire un bon boulot, idéalement, 2 chiens, parce que le chien fatigue. Si vous travaillez, imaginons le matin avec 2 ou 3 jeunes, que l'après-midi vous en avez 2 autres,
Le chien, au bout d'un certain temps, il menace, donc il va se coucher, il va dire ça suffit. Donc il en faudrait un deuxième. Voilà, 2 chiens, golden, 2 races différentes, un moyen et puis un petit, ou 2 moyens, et un école. L'Inde, c'est. Moi, l'Inde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que justement, on peut construire un enfant autour d'un Inde. On peut reconstruire un enfant autour d'un Inde. Parce que l'Inde, c'est comme un gamin, c'est têtu, ça veut pas, s'il n'a pas envie de donner le cerveau, il ne le donne pas, s'il n'a pas envie de le monter, le créer, tout ça, il ne veut pas. Mais il est capable de le faire. Mais voilà, il faut le prendre d'une certaine façon, l'Inde. Les gamins, c'est pas mal. Alors j'ai écrit plusieurs livres que j'ai en bas de ma voiture. J'ai oublié de les monter. Hein, c'est pas drôle. Si vous êtes là cet après-midi, je les aurai. Je vais aller les chercher là. Je vais aller les chercher. J'ai même Vous avez une photo de votre salle? Vous avez une photo de votre salle? Une photo? Ah, alors oui. Vous en avez parlé? Oui. Je vais. Alors, voilà, présentation d'un Niema. Alors, vite fait, je peux vous en parler si on en prend 5 minutes. Un Niema, c'est un institut de médiation. Niema, l'accueil de jour ouvert. Non, vous avez le bout fermé. Je ne suis pas très doué là-dedans. Voilà, l'Institut Aniema, c'est un accueil de jour qui est un institut de médiation animale. Alors, voilà, je l'explique brièvement. Voilà nos 2 ânes. Voilà, ils sont là. J'explique ce que c'est que la zoothérapie, je le referai cet après-midi. Ça, c'est un jeune avec qui on a travaillé. Dans mon sens, c'était on travaillait avec des boucs. Le book, c'est intéressant vis-à-vis de jeunes un peu difficiles. Voilà, exactement. Moi, j'avais ce jeune Yann qui me disait, toujours, il me dit, tu lui dis que j'étais gentil dans la semaine à l'école. Alors je dis, non, tu vas lui dire, toi. Et voilà. Donc, ça, c'est un autiste avec qui on a travaillé. Ça, c'est extrêmement profond. Là, il y a plus d'explications, mais je vous montrerai cet après-midi. Bon, voilà, on a une pièce, c'est pas très explicite. Je l'ai encore dans un autre PowerPoint. Je vais chercher. Qui c'est qui a demandé là? C'est vous. Je vais voir si je ne l'ai pas. Attendez, je demande. Alors. Là, il y a la fameuse explication de la triangulation. Les chiens, les animaux qu'on a, voilà. Ça, c'est les animaux qu'on a. Ça, c'est une personne. C'est ce que je vais passer cet après-midi. Oui, on travaille avec des puzzles. On a fabriqué des puzzles par rapport aux animaux, photographie, l'animal, on fabrique un puzzle. Et donc là, on a toute la chose que j'ai citée. En plus, on a les chiffres, donc on travaille aussi l'apprentissage des chiffres avec les couleurs, le schéma corporel, l'oreille gauche, l'oreille droite, la truffe, le nez, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut tout à fait faire soi-même. Ça c'est les personnages. Et ça, c'est le jeune dont je parlais tout à l'heure. Rien. Lui qui n'est pas facile. Ça se voit tout de suite. Mais voilà, il était tout à fait. Alors la voilà, elle arrive. Donc là, on a fait de la place pour la photo, mais voilà, c'est une pièce comme ça, avec des affiches, des jouets, des livres. Bon, il y a une table avec plein de jeux dans les tiroirs.
Ça met à l'aise la personne. Elle est vraiment comme une chambre d'enfant. Ensuite, ça c'est voilà, pour les handicaps. Ben, c'est ça, les pictogrammes, la brouette, ça c'est pour justement travailler avec les autistes qui n'ont aucune allocution verbale, le pain, alors ça, voilà, le mousqueton, la psychomotricité, il faut ouvrir ça. Ça c'est un frisbee spécial bingo, parce qu'il aime ça. Vous voyez, on travaille le schéma corporel, la latéralité, motricité, affective, les émotions, communication, langage, soins. Et voilà, ça c'est un de mes chiens au Canada. Quelques travaux scientifiques que j'ai faits, voilà. Merci à vous en tout cas. Je vous dis franchement, j'ai l'habitude de faire beaucoup de conférences, mais sur celle des trucs des apprentissages, c'est assez difficile de l'expliquer parce que c'est très personnel. On ne connaît pas les gens qui viennent, on ne sait pas pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent écouter. Je me rends compte que toujours, en tout cas, merci. Merci à vous.